Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais avant, j'accueille mon partenaire du jour, Valentin Schirmer. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence. Faut-il rappeler à nos auditeurs que non seulement vous êtes membre de l'équipe de Ligne Droite, mais vous êtes également rédacteur en chef de l'Étudiant Libre. Ça m'arrive effectivement. Et l'Étudiant Libre qu'on trouve... en nous contactant sur Instagram et on n'a pas de moyens pour l'instant d'autres. C'est un peu sous le manteau et c'est ce qui fait la beauté de ce média. Mais qui fonctionne quand même très bien, notamment sur les réseaux. Allez, on se tourne Valentin vers notre invité du jour. Ligne droite. Vue de haut. Bonjour Samy Biassoni. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes essayiste, docteur en philosophie de l'École normale supérieure de Paris, chargé de cours à l'École des sciences économiques et commerciales, auteur de déjà un petit nombre de livres, Français malgré eux, aux éditions L'Artilleur, coécrit avec Anne-Sophie Nogaret. Vous avez un livre qui va très bientôt paraître aux éditions du Cerf, Le Statistiquement Correct. Et puis celui-là, d'ailleurs déjà aux éditions du Cerf, alors que vous avez dirigé, Malaise dans la langue française, auquel ont participé notamment Mathieu Bocoté, Anne-Marie Le Pourrier, Bérénice Levet, Mazarine Pinjot, François Rassier, Boualem Samsal ou encore Jean Slamovitch. Et ce livre finalement, pour pour évaluer le champ et le danger dans lequel est aujourd'hui la langue française. Alors, pour commencer, pour introduire ce sujet avec vous, une première chose, puisqu'on parle souvent de langue inclusive, vous dites tout de suite la langue inclusive, vous l'appelez le langage épicène, et finalement cette langue dite inclusive produit l'exclusion. Et c'est à partir de cette réflexion aussi et du danger de la langue que vous êtes parti sur votre livre. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, nous réexpliquer le point de départ? Pourquoi vous avez décidé de défendre la langue française finalement? Oui, c'est une très bonne question. Alors, disons qu'il y a deux raisons principales. Une raison personnelle et une raison générale. La raison personnelle, c'est un amour immodéré pour la langue française depuis toujours. C'est celle qui m'a rattaché à mes proches, celle qui m'a rattaché au monde, je dirais. Mes premiers voyages, je les dois à la littérature, je le dis souvent, et mes premières amours aussi. Et puis le deuxième élément qui est plus général, c'est celui de la volonté d'une élue, qui était en l'occurrence Madame Annie Genevard, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et qui a écrit l'introduction ou la préface de ce livre. Et qui avait souhaité, et ça c'était en 2019, réunir quelques auteurs qui s'étaient prononcés, qui avaient écrit autour de la langue française, dont moi, à l'Assemblée nationale, pour travailler de manière assez désintéressée sur la question de la langue française et de sa pérennisation. Et notamment à l'épreuve de l'écriture dite inclusive et de son irruption à différents endroits, dans les institutions, dans l'école. Et ce groupe de travail, a émané cette idée de dire il faut qu'on fasse plus que réfléchir, il faut qu'on produise. Et c'est ainsi que j'ai décidé, avec Annie, de mettre en place cet ouvrage, que j'ai réuni des auteurs qui n'étaient pas les mêmes que ceux du groupe de travail au départ, et que ce livre est né. Alors très intéressant, vous faites un peu un bilan au départ de l'état de l'avancée de cette langue inclusive, donc destructive finalement de la langue française. Vous dites la langue inclusive est partout, dans les médias, dans les grandes entreprises, à l'éducation nationale, même dans le milieu universitaire, et puis même à l'Assemblée nationale. Et là je vais vous lire un extrait qui est quand même... assez fort. Julien Aubert, rapporteur dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'était il y a peu de temps, je crois que c'était le 7 octobre 2021. Il revient sur... il dit, voilà, ce point étant établi, vous répondrez qu'il nous faut développer les énergies renouvelables pendant les 10 prochaines années dans une perspective d'investissement. Vous ajouterez qu'en disant, d'ailleurs, on ne peut rien faire dans le domaine nucléaire, c'est faux. Madame le ministre, dit Julien Aubert, en s'adressant à Barbara Pompili. Et là, Madame Barbara Pompili, ministre, répond « Monsieur la rapporteure, puisque vous taquinez Monsieur Millienne, permettez-moi de paraphraser un tweet que vous avez publié ce matin. » Et elle cite, et elle commence à parler. Et là, Annie Genevard, donc la fameuse que vous avez déjà citée, réagit « Madame la ministre, lorsque Monsieur Aubert dit Madame le Président, chacun doit rester libre de penser ce qu'il veut de sa formule, mais au moins elle est conforme aux règles de la langue française. Alors que vous, lorsque vous appelez Monsieur Aubert Monsieur la rapporteure, il s'agit en revanche
et une provocation. Et là, c'est tout un débat à l'Assemblée nationale. C'est incroyable qui en direct. Madame Barbara Pompili répond « Avec tout le respect que je dois à votre personne comme à votre fonction, Madame la Présidente, et vous n'ignorez pas que je vous apprécie, je demande à être appelée Madame la Ministre. Si Monsieur le député ne respecte pas ma volonté sur ce point, je continuerai de l'appeler Monsieur la Rapporteur et j'en assumerai la responsabilité. » On dirait presque une fable de La Fontaine. C'est vraiment très tragicomique. Alors Annie Genevard qui répond « Je regrette Madame la Ministre, vous ne pouvez pas tordre ainsi la langue. » Ah mais si. Et puis voilà, ça continue. Et elle refuse en plus d'entendre raison. Et jusqu'au bout, elle continue à demander qu'on l'appelle Madame la Ministre et elle continue d'appeler Julien Aubert Monsieur la Rapporteur. Voilà, quelle pitrerie se déroule à l'Assemblée nationale. Oui, et vous savez, l'ironie de l'histoire, c'est que monsieur le député Julien Aubert a été condamné. Ah bon, pour ça là ? Bien sûr. Ah non, j'avais pas suivi. C'est peut-être cela le plus dramatique. On est probablement plus proche des Précieuses ridicules que d'une fable de La Fontaine. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc en fait, cet entrisme, on va dire, est partout aujourd'hui et même, il est surtout chez les élites. C'est ça qui est inquiétant. Oui, en fait, c'est assez normal. C'est-à-dire que ces grands moments de révision intellectuelle des pensées, des modes de pensée des individus, ils se produisent presque immanquablement au sein de l'université. C'est le creuset idéal. Oui, oui. Il y a une forme d'endogamie intellectuelle, il y a un foisonnement et une accessibilité plus simple, plus aisée à des problématiques nouvelles. La déconstruction naît dans l'université. Elle naît dans l'université française en inspiration, mais elle se développe véritablement dans l'université américaine, il ne faut pas l'oublier. Donc on est dans la droite ligne de ces modes de pensée un peu révolutionnaires, je dois dire, à certains égards. Et donc, il n'y a rien, à mon sens, d'étonnant. Le fait que ça se produise en premier lieu, au premier chef, dans l'université, c'est quelque chose d'assez normal dans l'histoire des idées. Non, mais c'est très intéressant. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ces changements de langue dans l'université, l'un des mythes de l'écriture inclusive serait que cette écriture repose sur un système patriarcal qui établit une domination entre les hommes et les femmes, sauf que votre livre le montre bien que ce français moderne qui est établi avec une masculinisation entre guillemets, ce que les féministes appellent la masculinisation du langage, est fait dans des salons au XVIIe siècle où les femmes sont prépondérantes et où les femmes valident en fait ce langage. Alors, prépondérante, non. En revanche, présente. Oui, bien évidemment. Et ça, c'est un des apports historiques de l'ouvrage, c'est de recontextualiser les choses. Quand la langue se fixe, elle se fixe à différents moments. Elle se fixe par l'école au XIXe siècle, mais avant, dans les salons mondains. Et ces salons mondains sont régulièrement fréquentés par des femmes. Et les femmes, on voit au chapitre, et c'est attesté. C'est-à-dire que, finalement, les grands réformateurs de la langue, les premiers grammairiens, font référence assez régulièrement à l'influence des femmes. Donc ces femmes y ont participé. Après, on pourra toujours dire, oui, mais ces femmes étaient prises dans un système qui était patriarcal. Effectivement, nul ne niera qu'au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle, le système était patriarcal. Il y avait une différenciation en droit des genres, si je puis dire. Toutefois, on vient relativiser les faits, et surtout ce qu'on relativise, c'est bien plus que cela. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la masculinisation de la langue, en réalité, n'en est pas. C'est une neutralisation de la langue. Le masculin, en grammaire, est le genre non marqué. Donc c'est le genre qui répond au principe d'économie de la langue. C'est le plus commode à utiliser. Je tiens à préciser que, et on le dit dans l'ouvrage, un certain nombre de langues n'ont pas du tout de genre, ont simplement un genre neutre, n'ont pas de genre masculin et n'ont pas de genre féminin. Le khmer, le turc, le finnois à certains égards. Je ne suis pas certain que ce soit les systèmes les moins patriarcaux. Au contraire même, il n'y a aucune corrélation entre les systèmes grammaticaux et les représentations des genres dans la société. Aucune. Alors c'est ça qui est très intéressant également dans votre livre, puisqu'on voit que finalement désormais la langue est devenue un outil de propagande idéologique d'une certaine idéologie. Et c'est aussi une des réponses que vous apportez dans ce livre. Vous dites que la langue ne doit pas être l'outil de la propagation de cette idéologie. Il peut y avoir des débats, mais autrement que sur la langue. Ça, c'est aussi un point que vous développez bien dans votre livre. En fait, ce qui est véritablement important de considérer, c'est qu'il faut dissocier la langue comme matériau, comme substrat, comme support au dialogue, et le dialogue lui-même. Oui. C'est parce que l'on a la chance de disposer d'un matériau neutre ou suffisamment neutre, communément partagé. C'est ce que Ricoeur appelle la précompréhension commune, c'est-à-dire qu'on partage tous les mêmes présupposés lorsqu'on utilise la langue. C'est parce que l'on a ce substrat stable qu'on peut développer ensuite des discours. Tous les discours d'égalité, de conquête de l'égalité,
se sont faits à partir de ce matériau qui est parfaitement commode, qui a toujours fait ses preuves, qui n'a empêché aucune évolution de la société. Non, c'est très intéressant et j'aimerais simplement revenir sur les causes et l'origine, et c'est le début de votre ouvrage et notamment le papier de Boualem Sansal sur les causes de cette écriture inclusive qui vient d'abord et avant tout finalement d'un désamour des Français pour eux-mêmes et même j'irais presque plus loin puisque ça vient presque d'un oubli de ce qui a fondé la France et de ce qui fonde même une langue, parce que on voit à travers les mythes historiques performatifs de cette écriture inclusive que cette écriture inclusive est largement fondée sur une sorte d'ignorance et d'un oubli de ce qui vraiment fonde une identité commune. Alors, là, vous évoquez deux choses différentes, mais qui effectivement font corps. D'une part, c'est l'oubli, la méconnaissance. La méconnaissance historique, mais c'est un sujet extrêmement compliqué. On ne peut pas demander au commun des mortels, même aux lecteurs avisés, de connaître les raisons qui fondent finalement l'apparition d'une désinence à partir des racines latines. Personne ne peut exiger ça. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est œuvre de pédagogie, ce qu'on a essayé de faire au travers de cet ouvrage. Pour revenir à la question, le deuxième élément que vous évoquez, c'est celui de l'autodétestation quelque part, ou celui de l'abandon de ce qui fonde notre identité. Alors, je relativiserai, j'en ai parlé avec Boualem Sansal plusieurs fois, ces propos. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont en partie vrais, mais je pense qu'ils sont bien plus généraux, et c'est dramatique de le dire, ils sont consubstantiels à l'Occident, d'une manière générale. Oui. Ces débats n'apparaissent pas qu'en France. Ils naissent déjà aux États-Unis, dans un Occident qui a déjà un peu plus avancé que nous dans la décadence, si je puis dire. Et puis, vous les retrouvez aussi en Espagne, aujourd'hui en Allemagne, vous les retrouvez en Suède, qui a carrément développé un pronom neutre, ex nihilo, pratiquement. Et donc, il faut bien comprendre que s'il y a détestation ou s'il y a effectivement une forme d'abandon de soi-même et de perte de soi-même, de perte de repères vis-à-vis de soi-même, je pense qu'on peut l'imputer cela à l'Occident et pas simplement à la France. Mais la France, on est malheureusement pas l'un des meilleurs élèves ou l'un des pires élèves selon la manière dont on regarde le sujet en la matière. Et ben, vous le dites dans votre livre, la langue finalement, l'écriture inclusive est déjà aujourd'hui presque en retard de une ou deux batailles, puisque maintenant on voit qu'aux États-Unis il y a la reconnaissance du genre neutre, et puis il y a toutes ces personnes qui sont en transition, donc finalement presque cette bataille livrée si fortement depuis plusieurs années contre la langue française, dans quelques temps, elle devra elle-même évoluer avec le temps. Et finalement, on voit bien que c'est une grosse machinerie qui n'a pas vraiment d'objectif tenable. Et je pense que beaucoup des partisans, en réalité, de l'écriture dite inclusive ne se rendent pas compte, même pas compte de ce mouvement. Ce sont les agents passifs d'une évolution bien plus radicale. Oui. Effectivement, le YEL qui fait son entrée au Robert en ligne, c'est déjà un premier signe. C'est le signe de ce qu'on appelle la neutralisation totale de la langue. Le problème, c'est que lorsque vous souhaitez neutraliser une langue, il faut en neutraliser toutes les formes. Et donc, ce que d'aucuns considèrent comme de petits accommodements raisonnables, c'est-à-dire d'ajouter un point par-ci, de marquer la double flexion par-là, en réalité, c'est une propédeutique, c'est une préparation à quelque chose de bien plus fondamental, si l'on veut réaliser la neutralisation ou la genrisation, la disparition du genre dans la langue. Vous imaginez bien que simplement accorder un participe passé deviendra extrêmement compliqué. Il faut inventer des nouvelles formes. Ces grammaires existent déjà. Bien sûr, mais en voyant justement cette marche du progrès sans fin qui finit par dévorer ses propres enfants, est-ce que finalement on ne peut pas se dire que c'est un phénomène qui peut s'éteindre de lui-même et qui va s'entre-déchirer en fait parmi ses porteurs? Peut-être que c'est simplement ça et qu'on accorde aussi un peu trop d'importance. Le problème de toutes les grandes idéologies révolutionnaires, c'est qu'elles finissent toujours, lorsqu'elles sont mal fondées ou infondées, par s'étioler ou disparaître, mais elles le font avec beaucoup de fracas. Je préférais éviter près d'un siècle de communisme, j'aurais préféré éviter près d'un siècle de communisme stalinien non pas mes enfants, mais si ça se reproduit, que de le voir se perpétuer. Non, c'est parce que des individus se dressent au moment où les phénomènes pré-révolutionnaires, alors je parle de pré-révolutionnaires au niveau de la langue, il n'y a aucune comparaison possible avec des systèmes politiques totalitaires, bien sûr. Mais ce sont des formes de préparation. C'est parce que des individus se lèvent, se dressent et expliquent pourquoi la direction qui est prise n'est pas la bonne, que ces phénomènes n'adviennent pas. Ou alors qu'ils ont une prégnance moindre, j'ai envie de dire. Et c'est cela le travail qu'on fait aujourd'hui, ce matin avec vous, lorsqu'on parle de la langue, lorsqu'on sensibilise autour de ce sujet-là. Et c'est un élément aussi très important que vous développez dans votre livre, c'est le fait qu'en attendant, vous parliez de fracas, en attendant,
cette langue dite inclusive, que vous rappelez, que vous renommez langage épicène, finalement est le produit de l'exclusion. Et produit de l'exclusion, surtout pour les plus faibles. Donc elle est tout sauf inclusive en fait. Et ça, c'est très important de le rappeler également. Absolument. Alors plusieurs auteurs en parlent de points de vue complètement différents. Oui. Et vous allez voir assez simplement ce dont il s'agit. Primo, ça produit l'exclusion vis-à-vis de la manipulabilité de la langue ou de la maîtrise de la langue. Il est évident que lorsqu'on ne maîtrise pas les fondamentaux du français tel qu'il est, c'est-à-dire systématique, il est bien plus difficile, voire impossible, voire inaccessible de maîtriser ces espèces de développement assez mal fixés, qui ne sont pas systématiques et qui demandent beaucoup plus de fluidité exactement, dans la pratique de la langue. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, Mazarine Pageot en parle. Aujourd'hui, cette langue, ces formes dites inclusives, elles fixent une limite très claire entre ce qu'elle appelle nous et eux. Quel est ce nous ? Le nous, c'est celui des milieux parisiens, celui du milieu des grandes villes, celui des gens informés. C'est celui des personnes qui peuvent se permettre d'avoir ces débats. Et eux, c'est tout le reste de l'humanité, finalement. Et on le voit, hein, les tenants de ces formes dites inclusives, ce sont, dans tous les pays occidentaux, les mêmes personnes. Des personnes des médias, un certain nombre de responsables politiques, des intellectuels, donc des personnes qui sont dans des sphères d'influence ou des sphères d'accessibilité d'une langue, on va dire, plus châtiée, plus élaborée. Et puis enfin, mais il y a un certain nombre d'exclusions beaucoup plus importantes, mais je vais en citer deux qui sont essentielles à comprendre. L'une, et elle est bien connue dans ce débat, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes dyslexiques, dyspraxiques ont toutes les peines du monde à maîtriser ces formes-là. Elles sont même, pour certaines, notamment l'usage du point médian, pratiquement impossibles à retranscrire. Et c'est quoi l'usage du point médian ? L'usage du point médian, c'est quand vous mettez ah oui, le petit pardon, petit point au milieu d'un interlocuteur, triste, voilà. truc. Oui. Voilà. Déjà, pardon, mais pour des personnes qui savent, enfin, qui n'ont pas de problème de lecture, c'est déjà compliqué. Mais c'est exactement. À l'entendement. C'est excluant pour tout le monde. Hein. Là, je parlais des formes d'exclusion encore plus manifestes, j'ai envie de dire. Et puis le dernier point, et c'est le plus grave à mon sens, c'est celui qui fixe en fait la limite au moment de la locution, au moment de la prononciation de la parole. C'est-à-dire que, en fait, et vous en êtes peut-être déjà tous rendu compte, lorsque vous recevez un email dans vos entreprises, dans vos institutions, et que cet email commence par cher tous, ou cher et cher, ou cher.e.s. À ligne droite, ça arrive rarement, hein, je vous le dis. Ah bah, j'imagine qu'il y a cher tous, ou cher et cher éventuellement. Mais vous positionnez immédiatement votre locuteur. Si vous le positionnez avant qu'il ait même émis... Il est rangé dans une catégorie. Exactement, le moindre propos, si vous êtes en capacité de supputer son appartenance idéologique, vous créez une césure entre les individus, avant même qu'ils aient parlé. Or, la beauté de l'expression, c'est de permettre la liberté totale de positionnement des individus par le discours. Et ça, c'est très intéressant. Finalement, à un moment donné, vous le dites très bien, chacun est renvoyé à son identité. On perd le sens commun, le côté symbolique de la langue. Et on voit finalement exactement le même phénomène se produire qu'avec les effets de la discrimination positive. Exactement. Que chacun est renvoyé à sa couleur de peau, à sa communauté, quand bien même il aurait souhaité en sortir et faire partie d'un socle commun aux Français, tout simplement pour parler de la France. Vous remarquez que les terminologies même sont proches. Il est difficile de concevoir, c'est un oxymore, une discrimination positive. De la même manière, dire que la langue est inclusive sous-entend que la langue, telle que nous la pratiquons, est exclusive ou excluante. Donc là, vous voyez, c'est un très bon exemple. On est dans les mêmes registres. C'est-à-dire qu'on essaye de faire passer des pratiques qui sont antinomiques à ce qui fonde notre contrat social. Il n'y a pas de discrimination dans une démocratie équilibrée, dans une république avancée et dans une société humaniste. Il n'y a pas de discrimination, fût-elle positive. De la même manière, la langue telle que nous pratiquons reste un matériau neutre. Il n'y a pas de présupposé excluant à la langue telle qu'elle est. Voilà, et on est dans véritablement un parallélisme des sujets. On essaye de prendre des mauvaises solutions pour atteindre des buts nobles. Parce qu'il faut bien le dire, je pense que la plupart des personnes, en réalité, qui acceptent parfois d'ajouter un point médian, qui déclinent systématiquement les deux genres dans le langage, n'y voient pas mal. En fait, elles se disent ce sont de petites concessions, de petits accommodements, mais sur un chemin qui est noble, celui de l'accession à l'égalité. Qui peut refuser l'égalité entre les individus ? C'est notre socle commun. De la même manière qu'il peut refuser l'égalité sociale que prône la discrimination dite positive. Personne. Simplement, la question qui se pose ici, c'est pas la question des finalités. La question qui se pose, c'est celle des moyens. Si on emploie les mauvais moyens, on atteint des cibles qui ne sont pas celles qu'on cherchait. Et le cas de la discrimination positive aux États-Unis, par exemple, l'a bien montré. Après 40 ans de politique de discrimination positive, la seule chose qu'on ait créée, c'est de la discrimination. La Suède vient de le réaffirmer récemment en disant qu'elle reprenait
le débat et qu'elle revenait sur les choix de discrimination positive qu'elle avait abordés, parce qu'elle commence à subir un certain nombre de procès de discrimination réelle, parce qu'elle a produit de la discrimination réelle. Et d'ailleurs, l'un des termes les plus mis en avant pour promouvoir l'écriture inclusive, c'est cette fameuse invisibilisation. C'est-à-dire que ces promoteurs pensent qu'on ne peut pas être visible ou être identifié en dehors de son genre ou de son sexe. Et donc, c'est en fait l'inverse de l'universalisme républicain. Et... Absolument. En fait, il faudrait une visibilité totale, partout, tout le temps, de tout le monde. Alors, c'est, sans faire le débat complètement, et je renvoie le lecteur à l'ouvrage, puisqu'on développe beaucoup ce sujet qui est important, mais je vais donner 2 éléments de compréhension sur ce sujet. La première question, c'est celle de cette question de la visibilité. Est-il nécessaire que les genres soient visibles dans la langue pour réaliser l'égalité ? Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a des langues où les 2 genres sont parfaitement indissociés, il n'y a absolument aucune corrélation avec des conquêtes politiques plus avancées que les nôtres, voire on a plutôt tendance à constater l'inverse. C'est toujours pas une preuve, c'est un indice. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en réalité, cette conception est fondée sur une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de Sapir-Whorf. Je vais le faire très vite, qui est une hypothèse qui a pris une 40aine d'années en anthropologie de la linguistique, qui consiste à dire que les mots modèlent la manière dont nous représentons le monde. Oui. Et donc ainsi, on dira que les Esquimaux disposent d'une grande variété de mots pour décrire la neige, alors que nous, on n'en a qu'un. Mais c'est normal parce que... La Russie aussi, d'ailleurs. Bien sûr, à partir du moment où à partir du moment où il est nécessaire de pouvoir décrire ce qu'on emploie, le langage s'adapte, parce que le langage a une forme de malléabilité. En fait, souvent, on confond la cause et la conséquence. C'est parce qu'il est nécessaire de pouvoir décrire finement la neige lorsqu'on veut sortir qu'on a un registre très large pour décrire la neige. C'est pas l'inverse, c'est pas la vision du monde qui a conditionné, ou c'est pas le nombre de termes qu'on emploie pour la neige qui conditionne la manière dont on reçoit la neige et on la vit. Et ça, c'est cette hypothèse-là et ce renversement finalement de la représentation et du représenté, c'est une des raisons qui fondent cette incompréhension autour de la question de la visibilité. Mais on pourrait y revenir si vous voulez. On va continuer de développer, mais il est 9h pile sur Ligne Droite et c'est l'heure de faire un point sur les informations avec Corentin Perini. Et nous sommes toujours avec Samy Biassoni qui a dirigé ce livre Malaise dans la langue française où ont participé notamment, parmi d'autres, Mathieu Bocoté, Anne-Marie Le Pourrier, Bérénice Levet, Mazarine Pinjot, Xavier Laurent Salvador, Boalem Sansal, on en parlait tout à l'heure, ou encore Jean Slamovic. Et tout cela était dirigé sous les éditions du CERF. Alors, Samy Biassoni, évidemment, je suis toujours aussi avec Valentin Schirmer, rédacteur en chef de l'Étudiant Libre. Alors, on parlait de la langue outil, la langue finalement manipulation aussi, manipulée ou manipulation d'une idéologie. Et à un moment donné, vous dites que la langue n'est pas, on pourrait pas dire que la langue c'est l'outil idéologique le plus dangereux, comme disent certains philosophes, mais que malgré tout, elle peut être utilisée comme un outil idéologique fort. Oui, alors, vous savez... Non, vous dites qu'elle ne peut pas être utilisée comme une langue fasciste. La langue n'est pas fasciste. Ouais, c'est ce que vous dites. Je ne dis pas tout à fait ça. Je cite déjà, effectivement, Roland Barthes, qui dit « la langue est fasciste parce qu'elle oblige à penser ». Et effectivement, vous avez raison, on vient relativiser un peu le propos. Il y avait une forme de radicalité vis-à-vis de la langue. C'était le dernier bastion, en réalité, institutionnel, au sens de la French Theory, donc de ces penseurs Deleuze, Guattari, Lyotard, tous ces penseurs dits de la déconstruction. Ils sont tous, jeunets, attaqués à la langue en disant « mais la langue contraint, on est enfermé dans la langue, la pensée humaine est enserrée dans les structures langagières ». Mais en fait, c'est faire grand cas, et on a commencé à le montrer, à le pointer du doigt tout à l'heure, de quelque chose qui est plus ou moins vrai. C'est vrai qu'il y a une part de constructivisme en toute chose humaine relative au social. C'est-à-dire que, effectivement, la langue conditionne. Mais de là à dire que la langue façonne, c'est un pas qui ne mérite pas, à mon sens, d'être franchi et qui est relativement faux. J'en reviens, pour finir la démonstration de tout à l'heure, sur les représentations. Le fait que la plupart des mots est un genre masculin ou féminin, certains sont dits épicènes, ils ont les deux, n'induit pas qu'on se représente une sexuation des mots. Le vin et la vodka, personne ne donne d'attributs masculins et féminins à ces deux mots. Et la plupart des mots, d'ailleurs, de la langue, mais quand je dis la plupart, on parle de 99,9% de la langue, n'ont absolument aucun lien avec une quelconque idée de genre. Ça s'applique simplement aux animés, aux êtres animés. Et même chez les êtres animés, si je vous dis
j'ai rencontré une star, la représentation que vous en faites ne sera pas forcément une femme, ça peut être tout à fait un homme. Et je vais même aller plus loin. Si on mène une expérience en pensée ensemble, et je vous dis, au sortir du studio hier, en fin de journée, j'ai croisé un mannequin sublime. Est-ce que vous représentez un homme ou une femme ? Plutôt une femme. Sauf que, non mais moi je bien sûr une femme aussi, mais sauf que ce présupposé-là est malheureusement battu en brèche par des féministes, enfin des promoteurs qui vous diront que il y a des études psychologiques qui montrent que, par exemple pour les métiers... je viens de vous faire la démonstration, je vais aller plus loin. Là, je vais conclure la démonstration. Non, vous allez voir, parce qu'elle est pas terminée. En fait, qu'est-ce qui fait que vous êtes représenté une femme ? C'est le monde réel. C'est pas le miroir renvoyé par la langue. C'est-à-dire que comme votre expérience du mannequin est attachée à la condition féminine, majoritairement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'homme mannequin, vous représentez une femme. Le jour où il y aura majoritairement et suffisamment longtemps des physiciens, alors physicien n'est pas épicène, donc il ne pose pas de problème particulier, mais typiquement, si on employait ministres, par exemple, des ministres femmes, vous verrez que la représentation changera. En fait, l'argument de certaines néo-féministes, c'est surtout les plus radicales d'entre elles, c'est un argument fallacieux. C'est-à-dire qu'elles confondent, et je le disais tout à l'heure, la cause et la conséquence. C'est parce qu'il y a, dans les faits, une exposition des individus plus fréquente à des personnes de genre masculin que derrière le mot, vous attachez une représentation plutôt masculine. Mais quand le monde change, la représentation change aussi. Ce n'est pas l'inverse. Alors c'est vrai que par exemple, on peut donner l'exemple d'autres langues et faire un parallèle. On dit un chien en français, mais on dit sabaka féminin en russe, par exemple, pour continuer avec le... Vous dites une girafe et un mouton. Oui. Et ça ne gêne absolument pas votre compréhension du genre du mâle et de la femelle. Ça ne veut pas dire que les moutons est éternellement masculin, quoique. Donc, il faut se garder de mauvaises évidences. C'est-à-dire que ce débat, c'est un débat compliqué. C'est pour ça que j'ai voulu convoquer. C'est pour ça que j'en ai fait un ouvrage collectif, j'allais dire un ouvrage inclusif. Quelque part, il est assez inclusif. Il est inclusif d'ailleurs. Il est compréhensible par tous pour le coup. Alors j'espère. Il est inclusif aussi quelque part parce qu'il y a des auteurs de bords complètement différents, c'est-à-dire d'expertises différentes, de convictions politiques différentes, oui, tout à fait. Et même de positionnements philosophiques très très différents. Et c'est ce qui fonde aussi, je trouve, la richesse de l'ouvrage. Mais pourquoi il fallait autant d'auteurs pour traiter le sujet ? Le sujet est absolument protéiforme. C'est-à-dire que vous le voyez, on passe très rapidement de considérations linguistiques, de morphosyntaxe, on en vient à parler d'histoire, de société. XVIIe siècle. Voilà, exactement. Il n'y a que avec l'ensemble de ces expertises qu'on arrive à traiter d'un sujet aussi complexe. Si on réduit le débat à... Quand vous dites une, vous pensez à un garçon, à une fille, et quand vous dites un, vous pensez à une femme, et un jour quelqu'un dit le masculin l'emporte sur le féminin, c'est un peu faible pour traiter correctement d'un sujet aussi essentiel. Alors ce qui est quand même une bonne nouvelle, et on va finir sur cette touche positive, c'est qu'en effet vous êtes de très nombreux penseurs, philosophes, à vous être exprimés à travers ce livre, et à vouloir défendre la langue française, alors que justement vous venez tous d'horizons différents. Et ça c'est quand même aussi une très bonne nouvelle qu'il faut souligner, ça veut dire qu'il y a partout en France, je pense que ça dépasse la France, mais cette volonté de défendre la langue française qui est un socle commun aussi. Je pense que là encore on peut faire... le parallèle avec la discrimination positive, il y a cette volonté d'avoir un socle commun républicain, presque on pourrait dire. C'est le succès du modèle français quelque part. Enfin, le succès, oui. Ça devrait être le succès. Oui, il reste quand même relativement viable. C'est-à-dire qu'on a, et j'en fais partie aussi, on a toujours l'impression que le déclin est devant nous, qu'il est inexorable, et à certains égards, c'est vrai. Maintenant, constatez la vie que vous vivez. Constater la richesse de vos bibliothèques, constater la beauté de nos paysages, constater le sublime de notre gastronomie. Nous continuons à bien vivre dans notre pays. Maintenant, il faut se battre et il faut défendre cet acquis-là. Et oui, c'est parce que nous disposons de socles communs et surtout d'éléments dépassionnés, hors du champ du débat politique, que l'on peut faire corps ensemble dans la société. C'est ça qui est extrêmement important, en plus de célébrer la beauté d'une des plus belles langues du monde. Et d'ailleurs, juste pour finir encore sur une note positive, c'est que l'Académie française, qui est quand même l'institution la plus suprême, elle essaye de se battre corps et âme, même si elle n'est pas très écoutée. Mais la gardienne de la langue française se bat toujours contre ce phénomène. Elle l'a affirmé par 2 fois de manière extrêmement claire. Oui, merci beaucoup Samy Biassoni. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Malaise dans la langue française. Il est certain que tous les auditeurs de Radio Courtoisie et de Ligne Droite seront très touchés par ce sujet. Je rappelle que c'est un livre aux éditions du Cerf. Merci encore. Merci beaucoup.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.